Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séance de questions d'actualité au Sénat. Ça commence dans 10 minutes à 15 h précisément et au menu une dizaine de questions, encore une fois toutes consacrées au Covid-19 et à ses conséquences. En attendant, je suis avec le président LR de la Commission des Affaires sociales, Alain Milon. Bonjour. Bonjour. Alain Milon, je précise que vous êtes également médecin. D'abord, que vous inspirent les derniers rebondissements concernant l'hydroxychloroquine, passé de remède miracle à médicament dangereux pour les autorités sanitaires et finalement donc interdite pour soigner le Covid aujourd'hui? Pas grand-chose. J'ai toujours estimé que si les désaccords pouvaient exister dans le monde politique et devaient être publics afin que la démocratie puisse s'exprimer, j'ai toujours estimé que les désaccords en matière scientifique devaient rester entre les scientifiques de manière à ne pas perturber la population. Or, ça n'a pas été le cas. Or, ça n'a pas du tout été le cas et je trouve que c'est extrêmement dommage et dommageable pour les scientifiques en particulier. Donc l'hydroxychloroquine seule est inefficace dans le traitement du Covid, c'est une évidence, associée à des antibiotiques en début de traitement. Certains professeurs disent que c'est efficace, d'autres disent que non. Il semblerait qu'à la suite de l'article paru dans Lancet, qui n'est pas n'importe quoi dans le monde scientifique, c'est une grande revue scientifique, le ministre ait décidé que ce produit ne doit plus être utilisé dans le cadre du traitement du Covid-19 et on ne peut donc qu'accepter cette décision dans la mesure où elle est quand même provoquée par des recherches particulièrement sérieuses. Et c'est un peu dommage pour vous qu'on ait autorisé ce traitement auparavant ou bien qu'est-ce que vous en dites? Le traitement n'a pas été autorisé. Il a été mis en place par le professeur Raoult d'abord et par des médecins ensuite, dans le cadre de la liberté de prescription des médecins qui doivent soigner en conscience et qui le font et qui l'ont fait donc en conscience. Il n'y avait pas d'autorisation particulière pour le Covid en particulier, mais comme certains estimaient qu'il était efficace, certains ont estimé qu'ils pouvaient l'utiliser. Alors également, Alain Milon, vous allez probablement présider la commission d'enquête sur la gestion de la crise du Covid-19. D'abord, est-ce que vous le confirmez? Le probablement oui. Le probablement oui, c'est ce qui est prévu en tout cas, si rien ne change. Il n'y a rien de changé pour l'instant. Donc normalement c'est bien vous. Ce matin, le président du groupe La République En Marche au Sénat, François Patriat, a estimé qu'une commission d'enquête est dénaturée quand elle devient une arme politique. Est-ce à craindre avec cette commission d'enquête? À partir du moment où on est en position d'accusé, on estime toujours que ce que font les autres, c'est pour accuser un peu plus. Donc M. Patriat, de ce côté-là, ne fait que défendre sa position, qui n'est pas obligatoirement une bonne position, puisque la commission d'enquête se fait aussi à l'Assemblée nationale, et que la présidente de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale doit être une République en marche. Donc, il n'y a aucune raison donc qu'il n'y ait pas d'autres commissions d'enquête qui se fassent par ailleurs, sachant que de toute façon, l'objet, c'est de savoir pourquoi il y a eu des défaillances, pourquoi il y a eu des désorientations et des discours différents suivant les autorités qui dirigent le pays. Et l'objet est ensuite de savoir comment il faut faire autrement et mieux par la suite. Qu'est-ce qui doit être au cœur de vos travaux pour vous? La gestion des masques. Bruno Retailleau, la semaine dernière, en réagissant aux propos d'Emmanuel Macron qui disait qu'il n'y avait pas eu de pénurie, avait estimé que c'était un mensonge. Pour l'instant, je n'ai pas les éléments suffisants pour dire ça, moi, de mon côté. À mon avis, il y a eu deux gros problèmes. La gestion du manque de matériel, masques en particulier, mais aussi respirateurs, et puis la gestion de l'information, et en particulier de l'information dans les EHPAD. C'est un des grands scandales de ce qui a pu se passer au niveau des personnes âgées, en particulier en milieu hospitalier et en milieu d'EHPAD. Donc, il y a deux grandes orientations qui pourront être prises, mais ce n'est pas à moi de décider, mais qui pourront être prises dans ce sujet. Que vous identifiez en tout cas vous personnellement? Que j'identifie le manque de gestion antérieure et pendant de différents types de matériel, dont les masques et les EHPAD. Une toute dernière question, Alain Milon. Est-ce que vous êtes favorable à l'application Stop Covid, qui est jugée indispensable par les uns, trop intrusive par les autres, et qui va faire l'objet d'un débat ce soir au Sénat et cet après-midi à l'Assemblée nationale? Alors, il y a deux positions possibles, ou la position de ceux qui disent il faut protéger la liberté individuelle et la position de ceux qui disent il faut protéger la défense sanitaire. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'il faut de la sécurité sanitaire, peut-être un petit peu au détriment de la sécurité personnelle, de la liberté personnelle, sauf que si on ne met pas
cette surveillance, on a une crise importante et on fait du confinement. Et là, on prive complètement la liberté personnelle. Donc vous y êtes favorable? Merci beaucoup Alain Milon d'avoir répondu à mes questions. Et à présent, je vais accueillir le président de la commission des lois, Philippe Bas. Philippe Bas, pour commencer, bonjour. Je vais commencer par vous poser la même question qu'à Alain Milon sur cette application Stop Covid. Alain Milon est plutôt favorable à la sécurité sanitaire face à la question éventuelle de l'intrusion dans les libertés individuelles. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes favorable à l'application Stop Covid? Nous allons avoir le débat ce soir. Nous avons auditionné le ministre ce matin. C'était la deuxième fois que nous le faisions. Nous avons pris connaissance de 2 avis successifs de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. On ne s'avance pas dans ce domaine à la légère, parce que la portée de cette application, il ne faut pas que ce soit un gadget non plus. Donc on veut savoir si réellement, en fonction du nombre de personnes qui utiliseront l'application, ça aura un effet concret positif. Et on veut s'assurer aussi que les garanties sur la protection de vos données personnelles, de votre vie privée, seront bien apportées. Nous pensons sur ce second point qu'on a vraiment beaucoup progressé. Sur le premier, au fond, bien le juge de paix, ce seront nos concitoyens. Est-ce que oui ou non, si l'application est disponible, est-ce qu'ils l'utiliseront? Étant entendu que s'ils l'utilisent, ils ont quand même beaucoup de garanties qu'il n'y a aucune donnée qui ne sortira de leur ordiphone, c'est-à-dire smartphone pour utiliser le langage courant. C'est ce qui inquiétait le plus des gens. Ils ne veulent pas... Certains s'en inquiètent encore. Mais bien sûr. Il y aura encore une centralisation des données, que ça reste inquiétant pour nos libertés. Juste que c'est pour ça que les Allemands vont plutôt sur un autre modèle. Alors, chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients. Le système français nous permet au moins de préserver notre souveraineté numérique. Oui, par rapport aux GAFAM. C'est un point que nous prendrons en considération avant de nous prononcer ce soir. Mais ce que je ne voudrais pas, au fond, c'est arriver à un système où il y aurait tellement peu de personnes qui l'utiliseraient que ce ne serait pas très utile. Et l'idée que, au fond, comme on a voulu qu'il y ait le moins possible d'informations qui transitent par cette application, on risque de se retrouver avec des fausses alertes. C'est-à-dire, vous avez été pendant 15 minutes dos à dos avec quelqu'un à moins d'1 mètre, où vous portiez des masques, je ne sais pas, mais on va vous le signaler 8 jours après, sans vous dire quand, avec qui et où, parce que nous n'avons pas voulu mettre dans le système des informations personnelles. Du coup, il est possible qu'on vous alerte alors qu'il n'y avait aucun danger. Craignez-vous que cette application puisse être utilisée à d'autres fins? C'est le cas de votre collègue Loïc Hervé, qui est lui-même d'ailleurs membre de la CNIL. Il a cette crainte. Mais il faut avoir toutes les craintes pour imposer des garanties. Mais il me semble que le travail qui a été fait par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, justement, a permis d'apporter beaucoup de réponses qui sécurisent le dispositif. Au fond, si ce dispositif ne marche pas ce coup-ci, au moins aura-t-il été expérimenté et nous pourrons l'ajouter à l'arsenal des mesures que nous pourrions être amenés à prendre s'il y a un jour une autre épidémie. Si les parlementaires s'y opposent, Cédric O a bien dit que l'application, eh bien, elle n'existerait pas, elle ne serait pas utilisée. Ça veut dire que ce vote, même s'il n'est pas contraignant, il est très important aujourd'hui? C'est une sorte d'hommage que le gouvernement fait au Parlement. Au fond, quand il y a des responsabilités délicates à prendre, même s'il a le droit de les prendre tout seul, il préfère de plus en plus faire voter le Parlement pour se conforter. Nous n'allons pas le décourager de passer par le Parlement aussi souvent que possible, alors même que sa tentation demeure parfois de nous demander l'autorisation de légiférer par ordonnance d'une manière qui est vraiment trop extensive en ce moment. Oui, justement, le Sénat a réduit de moitié le nombre d'ordonnances qui est prévu dans le projet de loi actuellement débattu dans l'hémicycle, que certains ont appelé projet de loi fourre-tout, gloubi-boulga. Vous ne pensez pas que ces ordonnances se justifiaient dans le contexte d'urgence actuelle? Précisément, nous n'avons voulu conserver des ordonnances, c'est-à-dire le pouvoir de faire la loi donné au gouvernement, ce qui est quand même une dérogation à la Constitution. Nous n'avons voulu le faire que quand il y avait urgence. Et nous avons constaté d'une certaine façon que le projet de loi du gouvernement profitait un peu de la situation pour essayer d'avoir les mains libres
dans le plus de domaines possible. Et nous répondons non, notre rôle à nous, représentation nationale, Sénat, Assemblée nationale, c'est de voter la loi. De temps en temps, on accepte de vous faire des ordonnances, mais il faut qu'il y ait de bonnes raisons. Il faut qu'il y ait de bonnes raisons. Vous êtes satisfait de ce qui est en train de se passer dans l'hémicycle? Est-ce que l'exécutif est en train d'évoluer, lui, dans ses positions? Il avait déjà accepté de réduire lors de la lecture à l'Assemblée nationale. C'est en train d'évoluer. Il faut reconnaître que l'exécutif a commencé à cheminer vers nous dès l'Assemblée nationale et continue à le faire, ce qui justifie de plus fort notre démarche. Eh bien, merci beaucoup Philippe Bas d'avoir répondu à mes questions. On va rejoindre dans un instant la séance, puisque d'un instant à l'autre va débuter cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Séance qui s'est poursuivie tout au long du confinement, du déconfinement et qui une nouvelle fois va être très largement consacrée à la question de l'épidémie de Covid-19. Notez qu'il y a une dizaine de questions qui sont au menu aujourd'hui sur des thèmes très divers. Cela va de l'agriculture à la question de l'assurance chômage, une question posée par la gauche qui juge notamment qu'il faudrait une abrogation totale de cette réforme. Parmi les autres questions au programme, il y aura également le plan de relance franco-allemand pour l'Europe et enfin également une question sur les emplois aidés ou encore les municipales. Tout de suite, on prend la direction de l'hémicycle où Gérard Larcher est en train de s'exprimer. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement sous le format adapté que nous avons défini et qui d'ailleurs est destiné à évoluer, sauf orientation différente au point de vue sanitaire, à partir du 2 juin prochain. Et je renvoie à chaque président de groupe le soin d'informer les membres de leur groupe, ce qui permettra à plus de collègues de participer à nos séances. Je voudrais saluer ceux qui sont nos collègues qui ont accepté d'être présents dans les tribunes du public, mais qui sont naturellement comptabilisés comme présents et que je vois, y compris un président de groupe qui tout naturellement est à ma gauche. Et donc, je les salue, ce qui démontre la volonté de l'ensemble des collègues de s'engager. Respect des règles sanitaires, je rappelle que pour sortir, c'est le tour de l'hémicycle et pour les sénateurs et pour le gouvernement, c'est le bas de l'hémicycle et chacun respectera ces gestes barrières qu'on ne doit pas oublier, y compris depuis le 11 mai dernier. La séance est retransmise sur Public Sénat et sur notre site internet. La parole est à notre collègue Richard Yung pour le groupe de La République En Marche. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, le plan de 500 milliards d'euros proposé la semaine dernière par la chancelière allemande et le président français doit permettre aux pays de l'Union de relancer leurs économies gravement touchées par la pandémie. Cette initiative exceptionnelle par son ampleur a une signification profonde, qui est la solidarité entre les pays de l'Union. Et nous devons saluer ici le courage de la chancelière Merkel d'y engager son pays. Une des difficultés pour la Commission et pour sa présidente, Madame von der Leyen, est de trouver l'articulation entre ce fonds de relance et la finalisation du cadre financier pluriannuel, le budget de l'Union pour la période 2021-2027. Il ne faut pas qu'il soit un prétexte, ce plan de relance, pour diminuer le budget européen, et il devra respecter les priorités que sont l'Europe verte et le numérique. Ils appellent aussi des propositions certainement fortes dans le domaine des ressources propres. Certains pays, dits les frugaux, on pourrait leur donner d'autres noms, mais on les appelle les frugaux, ils sont hostiles. Ils ne veulent pas de mutualisation ni de solidarité, seulement des prêts remboursables, alors même que leur situation économique n'est guère plus florissante que la nôtre et qu'ils dépendent très largement des exportations. Les négociations, d'ici le prochain Conseil européen, vont être rudes pour les convaincre de se ranger derrière le plan de relance, un plan de relance réellement solidaire. La Commission européenne
L'Allemagne, la France doivent les convaincre de participer à ce plan et il reste de nombreux problèmes à résoudre, les clés de répartition, les secteurs concernés, les modalités de remboursement. Madame la ministre, pouvez-vous nous faire un état des discussions en cours? Quelle première analyse faites-vous des propositions de la Commission qui viennent d'être rendues publiques il y a 1 heure à peu près, avec 750 milliards, donc plus que le plan initial? Constitue-t-elle une bonne base pour bâtir un compromis fructueux? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Bruno Le Maire. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Richard Yung, avec cette proposition de plan de relance, la Commission européenne frappe fort et elle frappe juste. Elle se montre à la hauteur des responsabilités historiques qui étaient les siennes. Engager la relance économique de l'ensemble des pays européens confrontés à la crise économique la plus grave de leur histoire et le faire sur la base d'un plan de relance verte. Ce plan, il reprend l'intégralité des propositions qui ont été faites par la chancelière Angela Merkel et par le président de la République. Et je pense que ça doit être un motif de fierté pour nous tous de voir que l'accord franco-allemand négocié par le président de la République et la chancelière a été intégralement repris par la Commission européenne et a servi de base à ce plan. 500 milliards d'euros sur la base, pour la première fois de l'histoire européenne, d'une levée de dette commune qui nous garantit un taux d'intérêt le plus raisonnable possible. Et à cette proposition franco-allemande, la présidente de la Commission européenne ajoute 250 milliards d'euros de prêts, soit 750 milliards d'euros au total, qui s'ajoutent à l'accord conclu entre les ministres des Finances le 9 avril dernier, 540 milliards d'euros, soit au total un plan de relance verte de 1 300 milliards d'euros pour l'ensemble des pays européens. C'est une proposition majeure qui montre que l'Europe est au rendez-vous de l'histoire. De ces 1 300 milliards d'euros, 500 milliards donc de dépenses budgétaires directes, dont la France devrait bénéficier directement à hauteur d'environ 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros pour nous aider à financer les plans de relance sectoriels, le plan de relance tourisme annoncé par le Premier ministre il y a quelques semaines, le plan de relance de l'automobile annoncé hier par le président de la République, le plan de relance de l'aéronautique que nous allons présenter d'ici quelques jours. Ça va nous aider à financer les dépenses de santé, de rénovation de l'hôpital qui sont indispensables. Ça va aider tous les États européens à financer leur propre relance, l'investissement dans l'innovation et dans les nouvelles technologies. J'appelle donc tous les États européens, sans exception, y compris les 4 frugaux, à soutenir ce plan de la Commission européenne. Merci, Monsieur le ministre. La parole est maintenant à notre collègue Yvon Collin pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question va recouper sans doute celle de Richard Yung. La semaine dernière, la France et l'Allemagne ont dévoilé une proposition de plan de relance à hauteur de 500 milliards sur la base d'un emprunt communautaire. Dans le contexte de récession dramatique qui guette nos économies, cette initiative franco-allemande est une nécessité et tout doit être mis en œuvre pour qu'elle aboutisse. Elle est nécessaire pour l'Europe, car, soyons honnêtes, le plan de relance de la Commission européenne, dont une partie est fondée sur des prêts et des effets de levier, ne suffira pas à amortir la récession. Ne soyons pas dupes, ce plan est aussi une nécessité pour l'Allemagne, qui, on le sait, tire sa croissance des exportations qu'elle fait pour 100 milliards avec les États-Unis, 100 milliards avec la Chine, mais aussi et surtout pour 500 milliards par an avec l'Union européenne. Comme le déclare Jean-Pierre Chevènement, pas d'inquiétude, les Allemands ne scieront pas la branche sur laquelle ils sont assis. Cet accord franco-allemand est donc, je le répète, bienvenu, d'autant plus que la décision de la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe sur la légalité de la politique monétaire de la Banque centrale européenne avait jeté un froid, mais même un grand froid. Je rappellerai que cette décision remettait en cause la solidarité des dettes par le biais monétaire. Le choix franco-allemand d'une approche budgétaire pour soutenir les pays endettés pourrait marquer peut-être un tournant. Ce plan incarnerait-il en effet la solidarité tant attendue par les États membres les plus fragilisés par les conséquences économiques de la crise Covid-19 ? Ouvre-t-il enfin la voie à la mutualisation des dettes que Berlin avait toujours refusée jusque-là ? Enfin, Monsieur le ministre, est-il une réponse à la décision de la Cour constitutionnelle allemande qui aurait pu affaiblir la politique économique européenne et mettre en péril la zone euro ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Bruno Le Maire.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Yvon Collin, pourquoi est-ce que cette proposition de la Commission européenne est historique? Et pourquoi est-ce qu'elle marque une avancée majeure dans l'affirmation de l'Union européenne sur la scène internationale? D'abord, par l'ampleur des sommes qui sont mises sur la table. Je le redis, 540 milliards d'euros au niveau des ministres des Finances, 500 milliards d'euros de propositions franco-allemandes, 250 milliards d'euros de prêts qui s'y ajoutent, 1300 milliards d'euros pour la relance. Chaque citoyen européen va comprendre que l'Union européenne nous permet de nous sauver de la crise économique sans précédent que nous connaissons. Historique par l'ampleur. Historique aussi parce qu'à l'origine de cette proposition, il y a le couple franco-allemand. Et nous tous ici, je pense que nous sommes convaincus que le moteur de l'Union européenne, ce qui permet de faire avancer les choses, de casser des plafonds de verre, de progresser dans l'intégration européenne et donc de nous protéger face aux menaces internationales, ce sont les propositions franco-allemandes. C'est l'accord qui a été conclu entre le président de la République française et la chancelière allemande. La troisième raison pour laquelle ce projet est historique, c'est, comme vous l'avez très bien dit, monsieur le sénateur, pour la première fois, nous acceptons une mutualisation des dettes sur un projet de financement de dépenses budgétaires. C'est intéressant financièrement parce que ça permet d'avoir le taux d'intérêt le plus faible possible. C'est intéressant financièrement parce qu'on étale le remboursement sur une trentaine d'années. Et c'est un geste politique majeur, un geste de solidarité. Oui, nous allons donner plus à ceux qui ont été touchés le plus par la crise du coronavirus. Oui, nous allons donner plus à l'Espagne et à l'Italie. Eh bien, ça devrait être un motif de fierté pour nous tous, parce que ça veut dire que nous savons aider ceux des États qui sont les plus en difficulté. Et oui, les États rembourseront en fonction uniquement de leur capacité financière, de leur capacité économique. Il y aura bien un transfert budgétaire. Et au lieu de pousser des hauts cris en disant que c'est scandaleux qu'il y ait un transfert budgétaire face à une crise comme celle-là, on devrait plutôt dire chapeau bas et fierté pour tous, parce que enfin la solidarité en Europe n'est plus simplement un mot, mais un principe et un acte. Monsieur Collin. La parole est à notre collègue Pierre Ouzoulias pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Votre gouvernement a demandé au préfet de la Vendée d'organiser avec ses responsables la réouverture du parc de loisirs du Puy du Fou le 2 juin. Cette décision aurait été prise lors d'un conseil de défense et de sécurité nationale. Le choix de cette instance tient sans doute à la nature des manifestations qui se déroulent dans ce parc, et je pense par exemple au combat de gladiateurs. Nous sommes très heureux que l'État, depuis son sommet, donne ainsi la possibilité de retravailler aux nombreux professionnels de la culture du Puy du Fou. Notre peine est en revanche immense pour les artistes, les intermittents du spectacle, les auteurs, les compositeurs, tous ces professionnels sur lesquels repose le rayonnement culturel de notre pays, qui se sentent totalement abandonnés, vivent avec angoisse l'incertitude du lendemain et attendent de votre gouvernement une aide vigoureuse pour les aider à résister à la crise qui risque de les emporter. Avec eux, ce sont des milliers de structures culturelles qui risquent de disparaître. Tout ce réseau, patiemment construit pendant des décennies, a fait de notre pays la première destination touristique mondiale. Son activité économique mobilise 2,4% de la population active et presque 50 milliards d'euros. Il a fait de la culture un service public et a donné à nos concitoyens les moyens de leur élévation artistique et de leur émancipation intellectuelle. Ce réseau d'une grande fragilité risque aujourd'hui d'être emporté par la crise, alors que nous aurions tellement besoin de culture pour la surmonter. Il ne se passe pas une semaine sans que votre gouvernement n'annonce des plans de sauvetage de plusieurs milliards d'euros. La culture doit, elle, se contenter de proclamations lyriques et de vaines promesses. Monsieur le ministre, à quand un plan de sauvetage de la culture? Pour répondre, la parole est au ministre de la Culture, M. Franck Riester. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, je ne peux pas vous laisser dire que le gouvernement n'est pas au rendez-vous pour le secteur de la culture. Dès le début de la crise,
qui touche, vous avez raison, avec beaucoup de dureté, le secteur de la culture. Le gouvernement est au rendez-vous pour faire en sorte que les mesures transversales annoncées par le ministre de l'économie et des finances sous l'autorité du Premier ministre puissent être accessibles au secteur de la culture. Le fonds de solidarité, les prêts garantis par l'État, les exonérations de charges sociales, les dispositifs de report d'un certain nombre de charges fiscales, les dispositifs d'accès au chômage partiel, bref, tous ces dispositifs qui ont été accessibles au secteur de la culture. Et le président de la République a été très clair, il y a un peu plus de 2 semaines maintenant, en disant que les arts et la culture étaient pour lui une priorité, en annonçant très clairement que nous devions protéger celles et ceux qui sont le ciment de la vie culturelle dans les territoires, que sont les artistes et techniciens de l'audiovisuel, du cinéma et du spectacle vivant, en prolongeant leurs droits jusqu'à fin août 2021, en annonçant très clairement qu'il souhaitait réarmer financièrement le Centre national de la musique qui vient d'être créé, notamment grâce au vote du Sénat, en faisant en sorte de doter l'IFSIC, qui est la banque du secteur de la culture, de presque 105 millions d'euros, 85 millions de l'État et 20 millions de la Banque des territoires. Bref, un ensemble de mesures à la fois d'urgence et d'accompagnement à la reprise pour permettre à ce secteur si durement touché de pouvoir être protégé et accompagné dans la reprise. Cette reprise, elle passe par des aides financières, mais elle passe aussi par la possibilité de pouvoir recommencer à vivre, de pouvoir recommencer à mettre des artistes devant leur public. C'est la raison pour laquelle nous travaillons à faire en sorte que demain puisse être pris un certain nombre de décisions pour aller peut-être plus loin dans le déconfinement, en matière de spectacle vivant, en matière de cinéma ou en matière de grands musées ou monuments historiques. Bref, le gouvernement est mobilisé pour accompagner ce secteur si important pour nous tous qu'est le secteur des arts et de la culture. Merci. La parole est à notre collègue Claudine Lepage pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, la crise sanitaire que nous traversons entraîne dans son sillage une crise sociale et économique sans précédent. Si le mécanisme de chômage partiel a jusque-là servi de filet social à la crise économique, votre décision de le diminuer, conjuguée au durcissement de l'accès à l'indemnisation imposée par la réforme de l'assurance chômage entrée partiellement en vigueur fin 2019, laisse craindre une précarisation grandissante de nombreux travailleurs. Les travailleurs les plus fragiles, ceux qui, avant la crise, occupaient un emploi précaire, et les travailleurs des secteurs les plus sévèrement touchés par la crise sanitaire, déjà durement impactés par les conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19, le seront davantage encore avec la réforme de l'assurance chômage. Je pense notamment aux extras dans le secteur de la restauration, aux travailleurs de l'événementiel et aux auxiliaires de vie et aides-soignantes auprès des personnes âgées, mais la liste n'est pas exhaustive. La décision de reporter au mois de septembre le deuxième volet de la réforme de l'indemnisation du chômage n'est donc pas suffisante, car c'est l'ensemble de la réforme qui pose problème et qu'il faut définitivement abroger. Madame la ministre, la seule volonté qui anime cette réforme est de satisfaire un double objectif comptable, en réalisant des économies budgétaires au détriment de l'indemnisation des chômeurs et en agissant artificiellement à la baisse sur les statistiques du chômage. C'est cette même logique comptable qui a amené l'hôpital public dans la situation alarmante que nous connaissons. Face à l'ampleur de cette crise, cette réforme, comme celle des retraites, doit être abandonnée. Madame la ministre, quand allez-vous enfin annoncer l'abrogation pure et simple de la réforme de l'assurance chômage? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre du Travail. Madame la ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Corinne Lepage. D'abord, merci d'avoir salué l'importance de l'activité partielle qui a permis massivement de protéger 12 millions de salariés, 1 million d'entreprises, éviter les défaillances, permettre aux compétences d'être conservées et de sauvegarder l'emploi. Néanmoins, nous sommes tous conscients que la crise sanitaire se prolonge par une crise économique et sociale d'une ampleur imprévisible. Il y a quelques mois, je vous rappelle qu'il y a 3 mois exactement, nous pouvions nous réjouir d'une baisse du chômage, puisque le chômage était à 8,1%, son plus bas taux depuis 11 ans, et que l'apprentissage était en pleine progression à plus de 16%. Ça nous semble loin,
et pourtant c'était il n'y a pas si longtemps. Alors dans ce contexte-là, outre le chômage partiel, ce que nous avons fait, c'est prendre des mesures d'urgence immédiates pour protéger les plus vulnérables dans le contexte de la crise et du confinement. Dès le 14 avril, nous avons pris un décret qui a permis d'une part, prolonger les droits de tous ceux qui arrivaient en fin de droit à l'assurance chômage. Et vous aurez d'ailleurs l'occasion de prolonger, d'amplifier cet élément demain en votant, je l'espère, un amendement proposé par le gouvernement pour prolonger les droits des intermittents du spectacle jusqu'au 31 août 2021. Deuxièmement, nous avons aussi prévu que la période d'affiliation pour calculer les droits passe de 24 à 27 mois, c'est déjà opérationnel. Ensuite, nous avons ouvert les cas de démission légitime pour ceux qui avaient démissionné juste avant le confinement. Nous avons aussi suspendu la dégressivité et les mesures de calcul du salaire journalier de référence. Alors vous m'interrogez pour la suite, eh bien nous prolongeons les choses dans l'ordre. Notre boussole, c'est le pragmatisme, l'efficacité économique, la justice sociale. Et les discussions de la suite de la réforme de l'assurance chômage seront prises après discussion avec les partenaires sociaux dans les semaines qui viennent. Merci. La parole est à notre collègue Alain Marc pour le groupe Les Indépendants. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics. Vous savez l'importance des communes, vous êtes maire, et l'impact de leurs investissements pour l'économie. Afin d'accélérer précisément leurs investissements, beaucoup de maires souhaitent une modification de l'attribution du FCTVA afin de permettre la récupération de la TVA, et ce, dès la première année. Actuellement, le FCTVA est versé 2 ans après la réalisation de la dépense aux collectivités n'ayant pas conventionné avec l'État au titre du dispositif plan de relance. Pour celles qui ont respecté les engagements du plan de relance, le versement est effectué 1 an après. Enfin, pour les EPCI à fiscalité propre et les communes nouvelles, le remboursement intervient l'année même de la réalisation de la dépense. Or, nombreuses sont les communes qui ne disposent pas d'une trésorerie suffisante pour assurer le financement de certains investissements. Aussi doivent-elles contracter des prêts relais qui leur permettront en particulier de couvrir les dépenses liées à la TVA, d'où un coût supplémentaire pour ces collectivités. Cela constitue un véritable frein à l'initiative locale et s'avère pénalisant dans la mesure où les élus risquent, à long terme, de s'interdire toute volonté de développement des équipements locaux, entraînant ainsi une dévitalisation, notamment dans les campagnes. Monsieur le ministre, il apparaît indispensable de préserver la capacité financière de nos communes afin qu'elles soient en mesure non seulement de continuer d'assurer les services essentiels à la population, mais également de relancer les investissements indispensables au soutien du tissu économique local. Afin d'atténuer le choc financier subi par les collectivités locales, les modalités relatives au FCTVA pourraient être modifiées en faveur d'une récupération de la TVA dès la première année, notamment pour les communes ayant effectué un investissement au-delà d'un seuil de dépenses qu'il vous reste bien sûr à définir, par exemple de 100 000 €. Pouvez-vous nous indiquer les mesures que le gouvernement entend prendre pour aller dans le sens préconisé par ces élus de terrain? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Action et des Comptes publics, M. Gérald Darmanin. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, vous avez raison, les collectivités locales sont celles qui investissent le plus et qui soutiennent l'économie, bien sûr, de l'ensemble du territoire. Il ne faut pas, malgré la crise qui touche durement l'ensemble du pays, il ne faut pas faire les erreurs du passé et baisser les dotations au moment où nous devons justement rétablir les finances publiques et avoir une solidarité nationale sur tous les aspects que vous connaissez dans les divers projets de loi de finances que nous avons proposés. C'est pour ça que le Premier ministre a pris la décision de ne pas s'engager vers la baisse des dotations et de discuter avec les associations d'élus. Jacqueline Gouraud, Sébastien Lecornu, Olivier Dussopt et moi-même avons eu plusieurs réunions avec toutes les associations d'élus. Et première annonce, Monsieur le Premier ministre réunira vendredi à l'hôtel Matignon les communes, les associations autour des communes et le bloc intercommunal bien sûr, les départements et puis l'outre-mer qui est très spécifique évidemment dans les difficultés que nous connaissons. Évidemment, devant les difficultés, les communes et les collectivités locales de manière générale ne sont pas toutes logées à la même enseigne. Seulement 30% de leurs recettes sont sensibles à l'activité économique, mais 30% quand même. Et on voit bien que dans les zones touristiques, dans ceux qui touchent des redevances, en outre-mer évidemment, l'année prochaine singulièrement les départements, même si les droits de mutation sont concernés cette année, c'est l'année prochaine sans doute qui seront le plus touchés. Nous devons résoudre ces problèmes. Et donc, le Premier ministre a souhaité que dans le projet de loi de finances rectificatif numéro 3, tel que je m'y étais engagé devant votre Assemblée lors du PLFR numéro 2 et numéro 1, il y aura des dispositions relatives aux collectivités locales. Le Premier ministre, évidemment, rendra les derniers arbitrages après avoir écouté l'association d'élus. Le FCTVA
pourrait en faire partie. C'est 6 milliards dans la loi de finances que vous avez votée cette année. Il y a des avantages et des inconvénients. Nous avons missionné un parlementaire, M. Cazeneuve, qui va rendre son rapport et qui va apporter des pistes. Le FCTA peut en faire partie, avec une petite difficulté, c'est que c'est un one-shot, bien sûr, puisque si vous avancez tout la première année, se posera la question de la deuxième année, et que le sujet d'investissement sera plus en 2021 encore, me semble-t-il, que pour 2020. Merci. La parole est à notre collègue François Bonhomme pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Agriculture, puisque c'est à lui que s'adresse cette question, ces derniers mois, la crise sanitaire a été comme un révélateur de nos faiblesses. Je pourrais évoquer notre dépendance vis-à-vis des pays étrangers concernant la fourniture de médicaments ou de matériel médical, ou encore la course à l'échalote à laquelle l'État s'est livré pour se fournir en masques et en médicaments, mettant à nu notre dépendance sanitaire. Les pays producteurs se servent en premier, c'est ainsi, et le coronavirus nous l'a rappelé parfois avec cruauté. Des voix se sont alors élevées pour nous dire que plus jamais ne sera comme avant, selon une formule rituelle et quasi liturgique. Et pourtant, Monsieur le ministre, il y a un domaine dans lequel notre pays a gardé une réelle capacité à produire, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire. Bien que mal considérés et souvent mal rémunérés, nos agriculteurs assurent notre indépendance alimentaire, et ce, en dépit d'une concurrence déloyale à laquelle ils sont confrontés, et qui nous fait perdre du terrain année après année. Comme si les erreurs du passé n'avaient pas servi, la Commission européenne vient de proposer à la fois de baisser de 10% la superficie des terres cultivables en France, en Europe et donc en France, et de conclure après le CETA un accord de libre-échange avec le Mexique qui touche précisément aux produits agricoles. Le Mexique pourra produire ainsi et exporter en Europe ce que les terres européennes ne pourront plus produire. Tout cela est parfaitement absurde. Est-ce comme cela, Monsieur le ministre, que l'on pourra assurer notre souveraineté alimentaire et permettre aux agriculteurs de vivre de leur métier, ou encore en faisant venir par avion des produits alimentaires? Sûrement pas. La France, Monsieur le ministre, fera-t-elle jouer donc son droit de veto pour s'opposer aux accords de libre-échange qui se profilent? Et ferez-vous vous-même obstacle à la baisse de la superficie des terres agricoles pour privilégier la production locale? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, M. Didier Guillaume. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bonhomme, vous posez deux questions en fait dans votre question. La première qui concerne la signature par Phil Hogan, le commissaire européen, d'un accord entre la France et le Mexique. Cet accord, il est en route depuis des années. L'Union européenne a fait ce choix au nom du gouvernement à un mauvais moment. Ce n'est pas en pleine crise du Covid que cela doit se faire. De toute façon, cet accord devrait être ratifié par le Parlement et je ne doute pas que le Parlement regardera les choses de près. En effet, dans le cadre de cette crise, nous avons toutes et tous dit que la souveraineté alimentaire était absolument indispensable et qu'il fallait une certaine relocalisation. Le président de la République l'a dit en janvier, il faut que nous travaillions sur une exception agricole et agroalimentaire et alimentaire dans le cadre des échanges internationaux. Sur votre deuxième question et le fait que la Commission ait souhaité passer de 5% à 10% les surfaces d'intérêt écologique, c'est une proposition de la Commission qui n'est pas encore validée par les États membres et nous n'avons pas eu l'occasion d'en parler. Je veux d'abord rappeler que les surfaces d'intérêt écologique sont très importantes. Les haies, les murets, les lacs, les retenues d'eau dans nos campagnes font la richesse et la biodiversité. C'est là où la biodiversité est vraiment très importante. La Commission propose de l'augmenter. Il ne faut pas avoir peur de l'augmentation du verdissement de la PAC pour l'alimentation et pour la France dans la mesure où nous sommes très en avance et ça mettrait d'autres pays au même niveau que nous-mêmes. Mais en tout cas, dans le cadre de cette augmentation des surfaces d'intérêt écologique, si elle devait avoir lieu, alors la France défend absolument de toutes ses forces un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé, notamment le groupe socialiste et républicain et le sénateur Montaugé, c'est les paiements pour services environnementaux qui doivent absolument être là. Les agriculteurs doivent être rémunérés lorsqu'ils font plus de biodiversité, lorsqu'ils font mieux d'agriculture et lorsqu'ils travaillent pour la transition agroécologique. Je vous remercie. Monsieur Bonhomme. Oui, Monsieur le ministre, j'ai bien entendu vos propos généraux, mais j'aurais quand même souhaité d'abord une réaction plus rapide, car la position de la France a été bien discrète et même taciturne de ce point de vue, alors que cela touche vraiment un secteur qui est extrêmement porteur et important pour notre pays. Et puis vous savez que les agriculteurs n'ont plus confiance malheureusement, et ils se demandent même parfois si votre ministère n'est pas une succursale du ministère de l'Environnement, ou encore pire, à la remorque de cette vision parfois technocratique qui nous vient de la Commission de Bruxelles. Merci. La parole est à notre collègue Jean-Paul Prince pour le groupe de l'Union centriste.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, dans la lutte contre la maladie due au coronavirus qui mobilise notre pays, localiser l'épidémie et surveiller ses déplacements sont deux enjeux cruciaux. En premier lieu pour des raisons sanitaires et en second lieu pour des raisons économiques, notamment dans les zones touristiques. Le combat contre la Covid-19 serait plus efficace avec une meilleure connaissance de la diffusion du virus sur le territoire et de l'intensité de l'épidémie d'une région à l'autre. À cet égard, un avis de l'Académie des technologies publié le 19 avril dernier attire l'attention sur les renseignements que peuvent fournir les eaux usées. En effet, la mesure de la concentration du génome du virus dans les eaux usées pourrait permettre de mieux évaluer le nombre de malades dans une zone donnée, car le suivi prend en compte les virus rejetés par la totalité des personnes porteuses, qu'elles soient saines, asymptomatiques ou malades. L'information récoltée permettrait aux collectivités locales et aux ARS d'évaluer avec plus de précision l'état sanitaire du territoire dont ils ont la responsabilité et d'y apporter une réponse adaptée. De plus, le coût de telles mesures de suivi serait relativement modeste. Des mesures de surveillance des eaux usées ont déjà été annoncées à l'étranger. En France, le comité d'analyse, de recherche et d'expertise mis en place par le président de la République a apporté son soutien à cette pratique. En conclusion, je souhaiterais savoir, Monsieur le ministre, si le gouvernement prévoit d'effectuer des prélèvements de ce type dans le cadre de la lutte contre l'épidémie ou s'il compte autoriser les collectivités locales à le faire. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, M. Taquet. Cherchez les yeux, mais... Je vois, Monsieur le Président, merci beaucoup. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Paul Prince, je vous remercie pour votre question. Effectivement, la circulation du virus suscite, et ce à juste titre, beaucoup d'interrogations, beaucoup de mobilisation aussi de la part de nombreux acteurs, de différents acteurs dans différents champs. Les connaissances que nous avons sur le virus sont encore parcellaires, on s'en rend compte effectivement tous les jours et il est nécessaire d'explorer toutes les pistes qui sont à notre disposition, qui s'annoncent à nous. Alors vous avez évoqué cet avis de l'Académie de technologie, il y a aussi une étude française qui a été publiée dans Science, qui a montré que la quantification du virus SRAS-CoV-2 dans les eaux usées pouvait effectivement être un marqueur de circulation du virus. Il y a un projet Aubépine aussi dans le bassin parisien, qui depuis 2015 d'ailleurs, en examinant les eaux de la Seine, permet de déceler la circulation du virus de gastro-entérite à l'époque et pourrait donc être utilement mobilisé. Pour autant, un indicateur de cette nature a en effet un intérêt pour dire que la circulation du virus existe dans la communauté qui est desservie par le système d'évacuation des eaux, mais ne fait que constater. C'est une sorte d'image à un instant donné de cette circulation à un niveau qui est déjà élevé puisqu'on le constate et qui est déjà en cours. C'est un indicateur qui ne contribue pas donc en tant que tel à empêcher la circulation du virus. Il serait simplement annonciateur d'un taux de contamination élevé et d'un flux potentiel de malades. Donc dit autrement, il n'y a rien dans ce type de procédé de précoce par rapport à la prévention et cet outil ne contribuerait pas à cette stratégie de contact tracing que nous développons et que nous mettons en œuvre depuis plusieurs jours maintenant et qui nous semble être un outil bien plus efficace grâce notamment aux professionnels libéraux, aux professionnels de l'assurance maladie, vous le savez, aux professionnels de l'ARS et puis demain, suite au débat que vous aurez ici dans cet hémicycle grâce à l'application Stop Covid. Voilà, Monsieur le sénateur. Monsieur Prince. Pour dire que, merci Monsieur le Ministre, pour dire que les derniers relevés sur Paris, ceux d'il y a 3 semaines étaient de 5 millions de génomes par litre. Là, apparemment, ces jours-ci, ils sont nettement moins. Donc le virus disparaît de plus en plus. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Laure Darcos pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, mes collègues Philippe Bas, Bruno Retailleau et Hervé Marseille viennent de déposer une proposition de loi pour organiser dans des conditions irréprochables le second tour des élections municipales. Elle a été intégrée à celle de notre collègue Cédric Perrin, déposée il y a maintenant plusieurs semaines et adoptée ce matin même par la Commission des lois.
Cette proposition de loi a deux ambitions. Adapter les opérations de vote à un contexte épidémique persistant et faciliter l'établissement des procurations. Adapter les opérations de vote, c'est garantir aux électeurs qu'ils pourront exercer leur droit de vote sans risque pour eux-mêmes ni pour leurs proches. C'est aussi permettre aux candidats, à leurs représentants et aux membres des bureaux de vote de participer au déroulement et au dépouillement du scrutin en toute sécurité. Je ne sollicite ici aucune faveur, mais la considération élémentaire que la République doit à ses concitoyens. Faciliter l'établissement des procurations, c'est permettre à chaque électeur de détenir 2 procurations, de voter pour un de ses parents proches dans une autre commune de celle où il réside. C'est aussi la possibilité donnée à une personne fragile, âgée, isolée ou malade d'établir une procuration à son domicile. Là encore, il ne s'agit que de respecter l'équité républicaine. Il n'y a pas de société démocratique sans le vote citoyen. Le freiner ou le tronquer serait un sacrilège. Après l'abstention et les frustrations du premier tour, ce second tour est attendu depuis de nombreuses semaines. Nous devons, vous devez, permettre la participation du plus grand nombre d'électeurs. Nous devons, vous devez faire la loi qui le garantira. Monsieur le Premier ministre, nous avons tout mis en œuvre pour adopter en moins d'une semaine les textes sur l'état d'urgence sanitaire et sa prorogation. Alors ma question est très simple. Êtes-vous prêt à utiliser tous les moyens constitutionnels à votre disposition pour faire aboutir ces mesures électorales indispensables avant le 15 juin afin qu'elles puissent être mises en œuvre dans de bonnes conditions le 28. Merci. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, M. Laurent Nunez. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Alors, effectivement, aujourd'hui, au Conseil des ministres, était inscrit à l'ordre du jour le décret de convocation des électeurs pour le deuxième tour des élections municipales qui se tiendra le 28 juin, qui va concerner un peu plus de 16 millions d'électeurs, un peu moins de 5000 communes. Et cette décision a été prise par le Premier ministre, après, évidemment, qui a été rendu l'avis du Conseil scientifique le 18 mai dernier, qui a prévu un certain nombre de conditions sanitaires dans lesquelles le scrutin devra se tenir, à la fois pour la campagne électorale et bien évidemment à la fois pour l'organisation des opérations de vote. Au moment même où on se parle, et je viens d'ailleurs de quitter cette réunion que je vais rejoindre aussitôt, nous recevons avec le ministre de l'Intérieur et d'autres ministres, les chefs des partis politiques de notre pays, puis nous aurons une réunion ensuite avec les associations d'élus pour discuter de ce que seront ces modalités qui permettront, et je reprends vos propos, Madame la sénatrice, d'organiser ces élections dans des conditions irréprochables, à la fois en termes juridiques et à la fois en termes, bien évidemment, de protection sanitaire de nos concitoyens. Alors bien sûr, plusieurs pistes seront évoquées. Le fait de faciliter les procurations, le fait de préconiser, d'avoir la possibilité pour les électeurs de pouvoir porter effectivement un masque, l'aménagement des bureaux de vote, comme nous l'avions fait en partie pour le premier tour, mais d'autres préconisations ont été émises par le Conseil scientifique et nous travaillons évidemment à la mise en œuvre de ces dispositifs. Alors bien sûr, il y a d'autres demandes, et vous en avez cité une très précise, qui est la possibilité d'élargir le champ d'application juridique des procurations, non pas seulement les faciliter, mais élargir le champ juridique. L'ensemble de ces questions seront à l'étude, et je puis vous garantir que nous nous y attelons dans un esprit d'ouverture, mais aussi de sécurité juridique. Pour vous donner et reprendre l'exemple que vous avez cité, celui des procurations, je vous rappelle que juridiquement, il y a des principes qui s'appliquent et qui veulent que pour une procuration, il faut qu'à tout moment, on puisse vérifier l'identité du mandant, de celui qui donne procuration, et en même temps vérifier son consentement. Donc c'est à l'aune de l'ensemble de ces principes que nous examinerons, dans un esprit de grande ouverture, l'ensemble des discussions, enfin l'ensemble des mesures dont découleront les discussions qui sont actuellement en cours. Voilà, Madame la sénatrice. Madame Darcos. Merci, Monsieur le secrétaire d'État. Vous pensez bien qu'il y a urgence. Nous sommes pratiquement nous sommes à un mois. Les procurations, c'est essentiel. Il faut qu'il y ait un plus grand nombre qui puissent voter. Vous savez très bien que d'envoyer un OPJ directement à domicile ou même de faire des permanences dans certaines communes pour que les OPJ puissent récupérer les procurations, ça nous aidera beaucoup et ça aidera la démocratie. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Annie Guillemot pour le groupe socialiste et républicain. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait au ministre de la Ville. 2017, 497 000 contrats aidés. 2019, plus que 130 000, jugés trop coûteux et peu utiles. Oui, leur remise en cause drastique et brutale a signifié non seulement le retour à la précarité pour beaucoup de jeunes, mais aussi la fragilisation du monde associatif. 15% de notre population, plus de 9 millions de personnes vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Or, cette triple crise sanitaire, économique et sociale frappe durement les quartiers où se concentre la pauvreté, perte d'emplois plus forte, fractures comme inégalités exacerbées, alors que les besoins
parfois vitaux, se sont révélés au grand jour: alimentation, logement, emploi numérique. L'urgence est de répondre aux conséquences des plus fragiles. La réactivation des contrats aidés peut constituer un levier de soutien fort et rapidement mobilisable. Ce sont des milliers de jeunes qui pourraient travailler dans nos communes et associations et trouver une première insertion dans l'emploi tutorée par des adultes. Face à la fracture numérique qui pénalise lourdement les enfants les plus modestes, ces emplois aidés seraient bien utiles à ceux qui ne savent pas maîtriser cet outil devenu indispensable. Madame la ministre, au regard des besoins existants dans les écoles, les collèges et de la nécessité de donner un avenir aux jeunes de ces quartiers, le gouvernement compte-t-il réactiver les contrats aidés? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre du Travail. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Annie Guillemot. Depuis 3 ans, nous menons une stratégie claire, c'est permettre aussi aux plus vulnérables d'accéder à l'emploi. Dans un contexte de reprise de l'emploi qui était fort, de création d'emplois depuis 3 ans, et qui maintenant doit s'adapter évidemment à un contexte nouveau, sans perdre de vue cet objectif. Nul n'est inemployable, il faut permettre à chacun d'accéder à l'emploi. Alors pour cela, notre stratégie repose sur 4 leviers. Le premier, ce sont les contrats aidés que nous avons transformés en parcours emploi compétences, ce qui permet un meilleur accès à l'emploi. Qu'est-ce que c'est un parcours emploi compétences? C'est un contrat aidé dans une association ou une collectivité locale, mais qui s'appuie sur un triptyque: la situation de travail, la formation et l'accompagnement social. Et il y en a 90 000 prévus cette année, avec une priorité évidemment dans les zones les plus fragiles. La deuxième chose, c'est le plan d'investissement dans les compétences, sur lequel nous investissons des sommes considérables et sur lequel 150 000 jeunes et 150 000 demandeurs d'emploi de longue durée pourront en bénéficier cette année. 16% viennent des quartiers prioritaires de la ville, ce qui est beaucoup plus évidemment que le poids dans la population. Autant viennent des Outre-mer et 8% sont en situation de handicap. Nous veillons à la fois à ce qu'ils permettent, avec les régions avec qui nous avons négocié et contractualisé la moitié des pics, nous veillons à ce qu'ils accèdent à l'emploi, mais aussi que les plus vulnérables soient bien intégrés. Troisièmement, c'est évidemment le secteur de l'insertion par l'activité économique. Vous vous rappelez que dans le budget 2020, vous avez voté 1 milliard d'euros. C'est un investissement qu'on n'a jamais fait autant dans l'IAE pour multiplier les structures d'entreprises adaptées, d'entreprises d'insertion, chantiers d'insertion ou entreprises d'insertion. Et d'ailleurs, demain, vous aurez l'occasion de conforter ça aussi en permettant dans la loi d'urgence que les contrats d'insertion pour les bénéficiaires actuels puissent être portés de 24 à 36 mois. C'est très important dans la crise actuelle parce que leur accès à l'emploi va être plus difficile. Et enfin, ce sont les emplois francs qui visent à lutter contre la discrimination dans les quartiers prioritaires de la ville, discrimination raciale, sociale, très fréquente. Et aujourd'hui, depuis la généralisation, depuis le 1er janvier de cette année, du système d'emploi franc, ce sont plus de 26 000 bénéficiaires. Nous allons continuer tout au long de l'année. 80% sont embauchés en CDI alors qu'ils sont en grande difficulté. Nous ne perdons pas le cap. Nul n'est inemployable. Continuons. Madame Guillemot. Merci. Oui, Madame la Ministre, merci pour ces précisions. Mais ma question s'adressait bien au ministre de la Ville sur la situation d'ensemble de ces quartiers. Et vous me répondez sur des procédures qui existent déjà. Vous avez dit 16%. Mais ce que je demandais, c'est des emplois aidés occupés par des jeunes des quartiers qui aident des élèves, les décrocheurs. 1 élève sur 10 dans les quartiers est à l'école en ce moment. C'était faire coup double, c'est-à-dire des étudiants qui ne vont pas avoir de job, qui en septembre ne vont pas pouvoir reprendre une année universitaire, qui aident les décrocheurs, qui aident dans nos communes. Il y a urgence. Je me demande aujourd'hui s'il y a une politique de la ville, parce que les ministres nous répondent tous dans leurs tiroirs respectifs. Or, il faut une vue globale aujourd'hui. Et ce n'est pas l'ex-maire de Bron qui vous le dira, qui n'a d'ailleurs jamais cumulé bien avant l'application de la loi, parce qu'aujourd'hui, avec l'augmentation de la pauvreté, on a quoi aujourd'hui? Les problèmes des écoles, la pauvreté qui augmente, et aussi la désespérance de ces quartiers. Il y a eu un appel des maires de villes, de banlieues. Il faut aujourd'hui y répondre et ma question s'adressait donc bien au ministre de la Ville. Merci. La parole est à notre collègue Pierre Bédevielle pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Elle concerne l'intégration d'autres plateformes de financement participatif dit crowdlending dans le dispositif des prêts garantis par l'État aux entreprises. Si aujourd'hui le gouvernement s'appuie uniquement sur les banques pour injecter les 300 milliards d'euros de prêts garantis dans l'économie, beaucoup d'entreprises risquent de se retrouver dans un effet de ciseaux cruel entre les échéances à court terme et le manque de trésorerie pour redémarrer la machine économique post-confinement.
De plus, les demandes seront plus nombreuses que les capacités de traitement des banques. Il faudra bien diversifier l'offre. À ce stade, seuls les particuliers et les fonds LTIF peuvent souscrire des prêts émis par les plateformes dans le dispositif des prêts garantis par l'État. Les personnes morales ont été exclues de cette possibilité, alors qu'elles ne sont pas moins averties que les personnes physiques et les fonds LTIF. Dans la filière agroalimentaire en particulier, certains groupes de la grande distribution ou de la coopération agricole se sont portés volontaires pour ce type de financement auprès de certains de leurs partenaires habituels. L'intérêt de les intégrer paraît donc évident. Pour éviter les faillites en cascade, il pourrait être utile d'élargir le dispositif de la garantie de l'État aux entreprises qui financeraient une partie du prêt via des plateformes à des entreprises de leur filière qu'elles connaissent parfaitement. Monsieur le ministre, est-il envisageable, comme en Italie, que les entreprises qui prêteraient à leurs partenaires dans leur filière puissent bénéficier de prêts garantis par l'État au même titre que les banques, les fonds LTIF ou les particuliers? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur Bruno Le Maire, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, les prêts garantis par l'État, c'est 78 milliards d'euros de prêts qui ont déjà été accordés à plus de 400 000 entreprises. Donc c'est un immense succès qui répond aux besoins de trésorerie des entreprises et qui a été voulu par le Premier ministre, par le Président de la République, puisque nous pouvons monter jusqu'à 300 milliards d'euros d'encours pour faire face aux besoins de trésorerie des entreprises. Ce dispositif, nous l'avons ajusté. À l'origine, seules les banques pouvaient distribuer ces crédits. Désormais, effectivement, les plateformes de financement participatif peuvent aussi accéder à ce type de dispositif. Et vous avez parfaitement raison, je pense que ce sera utile qu'elles puissent y participer. Nous l'avons amélioré aussi pour tenir compte du besoin de certains secteurs spécifiques. Et la semaine passée, le Premier ministre a annoncé un plan sur le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, et il a annoncé notamment la mise en place d'un plan spécifique de financement, d'un prêt spécifique, un prêt saisonnier pour les entreprises d'hôtellerie et de la restauration, qui leur permet de demander un nouveau prêt de trésorerie à hauteur des 3 meilleurs mois de l'année 2019. Donc si vous êtes un restaurant qui fait 80% de son chiffre entre le mois de juin et le mois d'août, nous prendrons ce chiffre de référence et ils pourront demander un prêt à hauteur de 80%, alors que normalement le plafonnement est à 25%. Et ce prêt n'est remboursé qu'1 an plus tard, c'est-à-dire après la saison 2021. Donc c'est une vraie aide très concrète qui est apportée au secteur de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, pour leur permettre d'anticiper et de faire face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Nous avons augmenté aussi la possibilité pour l'État d'apporter des prêts directs. J'ai sur mon bureau un dossier d'une entreprise qui s'est vue refuser tous les prêts, qui n'a pas de possibilité aujourd'hui, mais qui pourtant est une entreprise qui me semble saine. Nous lui accorderons un prêt direct de l'État via le Fonds de développement économique et solidaire. Donc nous avons, je crois, diversifié toutes les réponses pour que, face à une crise qui est d'une ampleur sans précédent, chaque entreprise trouve une réponse en termes de prêts et en termes de trésorerie. Monsieur Medviel. Monsieur le ministre, oui, j'entends votre réponse. J'avais d'ailleurs salué moi, le vote au Sénat dans la nuit du 22 avril de l'amendement du gouvernement qui permettait d'intégrer les plateformes de financement participatif, crowdlending, dans le dispositif des prêts garantis par l'État. Actuellement, l'amendement est limité aux plateformes de prêts participatifs avec le statut intermédiaire en financement participatif, qui n'est pas ouvert donc aux entreprises non financières, personnes morales, en tant que financeurs. Dans le contexte de la crise économique actuelle, toutes les forces sont importantes pour relancer l'économie. Les entreprises qui prêtent à leurs partenaires au sein de leur filière, j'ai évoqué la filière agricole, ne comprennent pas pourquoi elles ne pourraient pas bénéficier aussi de garanties de l'État ou de l'Europe par la BEI au même titre que les banques ou les fonds LTIF ou les particuliers. Merci beaucoup. Nous en avons terminé avec les questions au gouvernement. Nos prochaines questions auront lieu le mercredi 3 juin à 15 h. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Mesdames et Messieurs les ministres. Je vais suspendre notre séance. Elle sera reprise à 16h15 pour un débat dans le cadre de l'espace réservé au groupe de l'Union centriste. Notre séance est suspendue. Elle reprendra à 16h15.
Voilà pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement que vous avez pu suivre en intégralité et en direct sur l'antenne de Public Sénat. On va débriefer toute cette séance dans un instant. Une séance qui a été largement consacrée bien sûr à la question du Covid-19 et à la question des conséquences, notamment des conséquences économiques bien sûr de l'épidémie. Vous l'avez vu, de nombreuses questions ont notamment été adressées au ministre de l'économie Bruno Le Maire. Je suis avec le président du groupe LR ici au Sénat, Bruno Retailleau. Bonjour Bruno Retailleau. Quelques questions d'actualité. Tout d'abord, sur l'hydroxychloroquine, elle n'est plus autorisée en France pour soigner le Covid-19. Est-ce une sage décision, Bruno Retailleau, pour vous, qui comptait parmi les grands défenseurs des travaux du professeur Raoult? Non, moi je pense qu'il y a beaucoup d'études. Il y a d'ailleurs la fameuse étude dans la vie réelle du professeur Raoult avec un taux de mortalité qui est très faible, 0,5%. Donc il y a plein d'études de par le monde. Il y a des études positives et d'autres négatives. J'observe qu'il y a des études un peu sur papier qu'on appelle big data avec des données, etc. et d'autres études, encore une fois, dans la vie réelle. Donc je préfère moi quand même des études de la vie réelle et on verra bien au bout du bout, on fera le point et le compte. Deux éléments quand même de réponse. Le premier élément, c'est que moi j'ai toujours été favorable à la prescription médicale, soit en hôpital, mais aussi par les médecins généralistes. C'est une liberté fondamentale, il ne faut pas l'atteindre dans la mesure où, en plus, cette molécule, ça fait 80 ans qu'elle existe, elle traite le paludisme, elle a été utilisée par des millions et des millions d'êtres humains dans le monde. Et on en connaît parfaitement les contre-indications, il faut les respecter. Donc encore une fois, ce n'est pas la chloroquine qui tue, c'est la pandémie. Voilà. Il faut revenir à des choses assez précises. Il faut avoir le sens aussi, bien sûr, de la mesure. Mais je pense que le débat n'est pas clos. Vous continuez à défendre les travaux du professeur Raoult. Je pense que le débat n'est pas clos. Et ma position a toujours été de dire, attention, sur une molécule qu'on connaît depuis longtemps, qui a eu des effets bénéfiques sur un certain nombre de maladies, pour traiter aussi le paludisme et autres, on n'a pas le droit de l'écarter d'un revers de main. Il y a aussi alors qu'on a revues internationales là, qui commencent à montrer le contraire. Oui, mais il y a plus de 3000 patients à Marseille qui ont été traités avec des résultats. Et ces résultats, on ne peut pas les mettre par-dessus bord. Ils existent. Et ça, c'est une étude dans la vie réelle, ce n'est pas une étude statistique. Donc moi je dis qu'il y a l'empirisme, c'est une voie de la recherche. Il y a une autre voie plus, si j'ose dire, abstraite, qui mérite aussi d'être menée à bien. Mais au bout du bout, je vais vous dire, ce qui départagera les uns et les autres, c'est le nombre de morts. Voilà, ce sont des résultats concrets, tangibles. Un autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre, Bruno Retailleau, c'est la réouverture annoncée du Puy du Fou sur intervention présidentielle en faveur de Philippe de Villiers. Est-ce que pour vous, c'est une bonne décision? Est-ce que vous jugez que c'est normal cette intervention d'Emmanuel Macron dans ce dossier? Non, mais moi je ne pense pas que ce soit pour une décision ad hominem, pour tel ou tel. Moi je suis favorable à ce qu'on puisse se déconfiner. Il faut que la vie en France puisse reprendre, au Puy du Fou bien sûr, mais aussi dans les festivals et dans les autres parcs. Et je pense que d'autres parcs que le Puy du Fou vont réouvrir. Et moi je pense que, notamment pour la Vendée, c'est évidemment une bonne nouvelle. Il y a un impact économique qui est important et depuis le départ, j'ai toujours indiqué qu'on pouvait, avec un certain nombre de précautions, j'avais parlé des masques, de toutes les mesures barrières, faire en sorte qu'on se déconfine, mais en même temps de façon sûre. Donc laissons la vie reprendre ses droits. Et je pense que c'est important, en Vendée comme ailleurs. Mais vous entendez aussi une partie du monde de la culture qui juge être resté dans le flou et qui juge qu'il y a deux poids, deux mesures avec cette annonce qui a concerné uniquement le Puy du Fou et puis le reste du monde de la culture qui pour l'instant ne sait pas. Mais j'attends du Premier ministre justement qu'il lève les doutes et qu'on puisse à partir du 2 juin prochain, puisqu'il nous l'avait dit au moment de son débat sur le déconfinement, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'ici au Sénat, qu'il y aura une nouvelle marche 3 semaines après le 11 mai. Eh bien, c'est dans quelques jours, et peut-être prendra-t-il la parole d'ailleurs demain. Moi, ce que j'attends, c'est qu'on ait un nouveau déconfinement, qu'on aille un petit peu plus loin pour l'ensemble des parcs, mais aussi des spectacles vivants en général. C'est important, la culture, et je pense que les Français, dans cette période de confinement, ont besoin de prendre l'air dans un sens, bien sûr, concret, mais aussi dans un sens figuratif. Et je pense que la culture, ça aide à se déconfiner aussi. Une dernière question, Bruno Retailleau, sur Gérald Darmanin, que l'on a entendu dans l'hémicycle tout à l'heure, élu maire de Tourcoing et qui pour l'instant reste bien ministre. On en a eu la preuve. Est-ce que vous pensez que sa situation est normale de pouvoir ainsi pour l'instant cumuler son poste de ministre et le fait d'être maire de Tourcoing? Je précise tout de même qu'hier le Premier ministre a dit qu'il va falloir choisir à un moment ou à un autre.
Non, mais la situation n'est pas normale. Et ce que j'observe, c'est qu'avec ce nouveau monde, en tout cas qui se présente nouveau, il y a toujours des règles qui sont des règles pour lui-même, qui ne valent que pour lui-même, mais pas pour les autres. Il y a 2 poids 2 mesures, évidemment. Ils ont fait campagne justement sur une sorte de république exemplaire où on ne pourrait plus cumuler. Ils l'ont exigé des parlementaires. Et moi, je pense que ça n'est pas positif. Je préfère, moi, des parlementaires, députés ou sénateurs qui soient enracinés sur le terrain, là où on connaît les réalités, plutôt que des gens qui sont désignés par les partis, élus, voilà, parce qu'ils accrochent à leur affiche électorale la photo du président de la République. Je préfère des gens qui ont des mandats locaux, évidemment. Donc, ce que j'attends là aussi, ça n'est pas la règle du 2 poids 2 mesures, mais c'est une même règle pour tous. C'est ça, la République. Une même règle pour tous. Merci beaucoup Bruno Retailleau d'avoir répondu à mes questions. Je vous le disais tout à l'heure, la dimension économique a été très largement évoquée lors de cette séance de questions d'actualité au gouvernement et notamment la dimension européenne. C'est d'ailleurs sur ces questions que se sont ouvertes ces questions. Je vous propose d'écouter d'ailleurs tout à l'heure l'intervention de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a parlé de ce plan qui a été déclenché par la Commission européenne, que la Commission européenne veut mettre en place. C'est un geste politique majeur, un geste de solidarité. Oui, nous allons donner plus à ceux qui ont été touchés le plus par la crise du coronavirus. Oui, nous allons donner plus à l'Espagne et à l'Italie. Eh bien, ça devrait être un motif de fierté pour nous tous, parce que ça veut dire que nous savons aider ceux des États qui sont les plus en difficulté. On va aider le plus ceux qui sont le plus en difficulté. Ce sont les mots de Bruno Le Maire tout à l'heure. Amélie de Montchalin, bonjour. Bonjour. Votre réaction tout d'abord à ce sujet, ce plan d'aide exceptionnel de 750 milliards d'euros. Vous vous en félicitez, je le suppose, c'est un tournant politique? C'est un tournant parce qu'on voit bien qu'on est en train de vivre une crise qui est inédite, qui est extrêmement profonde, qu'aucun pays européen ne peut s'en sortir seul, ne peut sortir seul de cette crise, soit pour reconstruire l'économie, parce que la crise a été très profonde, soit même pour investir dans l'avenir, investir dans la transition écologique, investir pour sa jeunesse, investir pour les emplois. Et donc ce que la France et l'Allemagne ont mis dans le débat il y a maintenant une semaine, c'est qu'il nous fallait passer un cap de solidarité, un cap de souveraineté, mettre de l'endettement en commun. C'est un vrai changement de paradigme, c'est un changement totalement inédit au fond. C'est une révolution et c'est surtout une étape très forte. Et donc ce qu'a proposé aujourd'hui Ursula von der Leyen, c'est à la fois effectivement un plan de relance, 750 milliards avec 500 milliards d'euros de dépenses budgétaires, et c'était une demande très forte de la France et de l'Allemagne, ce qui montre que quand on a du courage et qu'on prend ses responsabilités, eh bien on peut mettre l'Europe en marche. Et puis parallèlement, elle a aussi présenté, et c'est très important, son projet de budget européen entre 2021 et 2027, parce que après le rebond, il faudra aussi penser à tous ces investissements qui font notre souveraineté, que ce soit dans l'écologie, dans le domaine social ou dans le domaine industriel. Et donc, ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de gens souvent qui critiquent l'Europe. Et donc, à cela, j'ai envie de leur dire, voilà, quand on met du poids politique, quand on met de la volonté, quand on met de la persévérance, ce qu'ont mis à la fois le président de la République et Angela Merkel, eh bien, on peut faire avancer cette Europe. Et vous pouvez compter sur l'engagement de tous pour qu'on trouve un accord maintenant sur cette position dans les jours qui viennent. Mais il n'y a pas encore l'accord des 27. Et on sait que ça peut être bien sûr ça, la difficulté. Il faut encore convaincre les réticents, l'Autriche, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas. Et bien sûr, parce qu'il faut maintenant que sur cette proposition ambitieuse, à la hauteur de la crise, on ait un accord le plus vite possible. Il y a un Conseil européen mi-juin. Et donc tout notre travail maintenant, tout le travail qui va être le mien, c'est de s'assurer qu'on arrive autour de cette proposition de fonds de relance et de budget européen qui couvre, vous voyez, presque 10 ans devant nous, et bien qu'on soit à la hauteur pour à la fois sauvegarder l'emploi, sauvegarder la transition et donc être vraiment dans une capacité d'investissement. Reconstruire après la crise, c'est essentiel, mais investir, c'est tout aussi essentiel. Pour vous, faut-il des contreparties à ces aides pour ces pays qui vont être massivement aidés? On dit que l'Italie, l'Espagne notamment, devraient se tailler la part du lion. Si aujourd'hui, en matière de politique économique ou d'engagement, évidemment, il faut qu'on soit cohérent. On est en train de créer un plan de résilience, un plan de reconstruction. On a vu que dans beaucoup de nos pays, on le voit en France, notre système de santé a montré des fragilités. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un Ségur de la santé lancé par le Premier ministre et Olivier Véran. On a vu que aussi aujourd'hui, au Conseil des ministres, on a pris l'engagement de créer tout un nouveau plan sur la prise en charge du grand âge, de l'autonomie. Donc on a des réformes à consentir. Et on voit bien que ce plan d'investissement, ce plan de relance, il faut qu'il soit cohérent avec ces grandes réformes que l'Union européenne doit nous permettre d'accompagner et d'approfondir. Donc il n'y a pas de conditionnalité, c'est pas l'un sinon rien, mais c'est vraiment de s'assurer que les réformes qu'on fait de nos systèmes publics,
certains ont été d'ailleurs, dont on a vu les fragilités pendant cette crise, eh bien aillent avec cet investissement massif qu'on consent. Maintenant, il faut qu'on trouve un accord et c'est tout le travail qu'on va mener vraiment avec beaucoup d'engagement et tout le gouvernement dans les semaines qui viennent. Une toute dernière question, Amélie de Montchalin, pour conclure. Sur votre collègue Gérald Darmanin, je posais tout à l'heure la question à Bruno Retailleau qui juge qu'il y a 2 poids, 2 mesures, qu'il puisse rester ministre et maire en même temps, même si je le précise que hier, Édouard Philippe a dit qu'il faudrait certainement choisir à un moment ou à un autre. Votre sentiment pour ce collègue qui est bien occupé en ce moment? Je pense que le Premier ministre a raison. Nous sommes dans des circonstances exceptionnelles. On a un maire qui est élu, qui est au plus près de ses électeurs, dans sa commune, qui est aussi ministre. Je pense qu'effectivement, ça va durer un temps, mais ça ne peut pas durer très longtemps. Jusqu'à nouvel ordre. Vous voyez bien que ce n'est pas à la ministre des Affaires européennes de se prononcer sur cette question. Je pense que c'est très important qu'on ait tous, d'ailleurs, nous ministres, toujours un lien très fort avec notre territoire. Vous savez que j'étais parlementaire élu en Essonne. C'est aussi pour moi quelque chose de très important. Bien sûr, je ne cumule pas par définition, mais c'est très important que quand on est au gouvernement, on puisse avoir ce lien au territoire, parce que bien c'est là, c'est pour les citoyens, c'est pour les Français qu'on travaille, et donc ça me semble être au fond un fondement de mon engagement également. Merci beaucoup Amélie de Montchalin d'avoir répondu à mes questions. On poursuit les interviews. J'ai le plaisir d'accueillir le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner. Écoutez, je vais commencer par vous poser la même question. Vous, quel est votre avis sur la situation de cumul de Gérald Darmanin? Écoutez, M. Darmanin est ministre, il est maintenant maire, bientôt conseiller métropolitain et conseiller régional. Donc ça veut dire qu'il a une grande force de travail. Bon, dont acte. Moi, j'ai appartenu à un gouvernement où on ne pouvait pas être ministre et membre d'un exécutif. Et j'ai respecté cette consigne. Qui a instauré le non-cumul des mandats. Qui a été créée par Lionel Jospin. C'est Lionel Jospin en 97, qui a décidé qu'un ministre devait se consacrer pleinement à l'action de la République et au service de l'État. Voilà, chacun a sa conception de son investissement au profit de l'État. Alors, Patrick Kanner, on va également parler de ce plan pour l'automobile et puis notamment la situation de Renault. Hier, Emmanuel Macron a conditionné le prêt de 5 milliards d'euros de l'État à Renault à des garanties pour les salariés de Douai et de Maubeuge. Est-ce pour vous une bonne nouvelle? Est-ce pour vous suffisant? C'est une bonne approche que de donner des aides d'État sous réserve que la préoccupation de l'emploi soit prise en considération par les entreprises. Donc je salue cette mise en condition. Après, il faut la mettre en œuvre. Et c'est toute la question qui est posée. Et moi-même, samedi prochain, je serai sûrement à MCA, donc à Maubeuge, pour vérifier que les engagements de l'État seront bien tenus par l'entreprise. Je crois que c'est très important aujourd'hui que le monde de l'entreprise sache que quand il y a l'argent public, c'est l'argent de tous, qui est consacré pour sauver 900 000 emplois dans le secteur de l'automobile, eh bien, il y a des conditions fixées par les autorités. Et moi, je suis favorable à ce que ces conditions soient non seulement émises, mais surtout qu'on ait les moyens de les mettre en œuvre. Il y a eu les dividendes qui ont été visés de façon très claire dès la loi, mais il n'y a pas eu cette dimension sociale. Est-ce que vous continuez à vouloir l'inscrire? On sait qu'il y aura notamment un projet de loi de finances rectificative numéro 3 en préparation. Derrière la question de l'automobile se pose la question de l'augmentation du chômage en général dans notre pays. François Hollande disait il y a 48 heures qu'on pouvait malheureusement craindre 1 million de chômeurs de longue durée en plus dans les quelques mois, peut-être les quelques semaines qui arrivent. Et donc j'ai toujours réclamé avec mes collègues du groupe socialiste non seulement un état d'urgence sanitaire, mais aussi un état d'urgence sanitaire et social. Et aujourd'hui, le compte n'y est pas, on le voit bien. Et donc, de loi en loi, nous proposons des amendements qui sont systématiquement repoussés par la majorité ou de droite ou de REM, et parfois c'est la même chose. Donc, je le regrette. Et nous continuerons néanmoins à défendre celles et ceux qui aujourd'hui craignent pour leur avenir. Un autre amendement qui a été rejeté hier dans l'hémicycle, c'est un amendement proposant la reprise des compétitions professionnelles sous conditions. C'était un amendement de l'un de vos collègues sénateurs. Le gouvernement d'ailleurs s'est félicité du fait que cet amendement n'avait pas été adopté. Qu'en pense l'ancien ministre des Sports que vous êtes? Vous savez, dans l'hémicycle, j'ai porté une voix négative par rapport à cet amendement parce que je considère qu'il est potentiellement juste, mais trop tard. On ne peut pas revenir en arrière. La décision a été très brutale de la part du Premier ministre. Le 28 avril, on arrête toutes les compétitions sportives à caractère professionnel. Et ça n'a pas été le cas de beaucoup de nos voisins européens. Exactement, qui reprennent aujourd'hui les compétitions. Donc c'est une décision autoritaire, brutale, assumée d'ailleurs par la ministre des Sports. Je le regrette. On aurait dû peut-être suspendre les compétitions et se poser la question aujourd'hui de les remettre dans le circuit. Cet amendement, malheureusement, ne pouvait pas convenir aux fédérations et aux ligues qui avaient déjà pris leurs dispositions pour reporter les échéances en septembre. Mais globalement,
Le sport français est aujourd'hui au point mort. Je le regrette, une décision beaucoup trop rapide du gouvernement sur le sujet. Et qu'est-ce que vous pensez de d'un certain nombre de matchs sauvages dont les médias se font les échos et qui sont source pour le coup de rassemblements non maîtrisés? Je les condamne. Ils ne respectent pas les conditions sanitaires qui s'imposent aujourd'hui à tout le pays et à chacun et à chacune d'entre nous. Mais cela démontre quand même l'aspiration des jeunes à pouvoir reprendre une vie normale. Et donc, je le dis très solennellement, la ministre des Sports doit encourager la reprise des manifestations sportives dans les meilleurs délais. Peut-être pas les matchs professionnels, ça c'est clair. Aujourd'hui, c'est fini malheureusement, je le regrette. Mais dans toutes les autres hypothèses, il faut que le sport puisse à nouveau être une forme d'espoir pour tous les Français. Une toute dernière question, Patrick Caner. Est-ce que vous avez trouvé un accord avec l'exécutif pour pouvoir aborder la semaine prochaine dans votre niche parlementaire les sujets que vous souhaitiez aborder, à savoir la contribution des grandes fortunes et le fonds d'indemnisation des victimes du Covid? Non, la réponse est clairement non. Le ministre Marc Fesneau a confirmé tout à l'heure en conférence des présidents au Sénat que le gouvernement n'engagerait pas la procédure accélérée à notre profit parce qu'il est contre les deux propositions de loi. Donc c'est une censure politique. C'est un droit constitutionnel de la part du gouvernement. Il aurait pu lever ce gage, permettez-moi l'expression, il ne l'a pas fait. C'est son choix, je le respecte, mais je l'ai dénoncé comme étant une forme d'inélégance à l'égard de l'opposition. Si le gouvernement pense que c'est en maltraitant son opposition qu'il fera avancer les choses, il se trompe. Eh bien, merci beaucoup Patrick Caner d'avoir répondu à mes questions. Je vais à présent accueillir le sénateur communiste des Hauts-de-Seine, Pierre Ouzoulias. Bonjour. On vous a entendu tout à l'heure interpeller le gouvernement sur la question de la culture, portant ainsi ce cri d'alarme du monde de la culture. Normalement, on devrait avoir des annonces très rapidement. Vous êtes encore très impatient, Pierre Ouzoulias ? Ah non, je ne suis plus impatient, là c'est fini. J'ai entendu le ministre, on a bien compris qu'il n'y aurait pas de plan de sauvetage de la culture, mais une succession de mesurettes, de toutes petites mesures qui ne sont pas du tout adaptées à la crise. Il y a eu des mesures sur les intermittents, il y a eu... Pas complètes. Il y a eu des mesures pour les intermittents, mais pas complètes. Il y a une partie des intermittents qui ne sont pas pris dans le dispositif. Et il y a très peu de choses pour les salles de spectacle, pour les festivals, etc., etc. Donc ce que la culture voulait, c'était un grand plan global, comme il y en a pour l'automobile, le tourisme. Et là, ils vont être obligés de se contenter de vagues promesses du président. Alors que la culture est une industrie, et c'est une industrie importante qui fournit des emplois. C'est une industrie et pour beaucoup de nos concitoyens, c'est un supplément d'âme. C'est pas une petite chose. C'est constitutif aussi de notre identité de Français et de Françaises. Donc c'est vraiment triste qu'en période de crise comme celle que nous vivons, on ne s'y intéresse pas plus. Alors est-ce que vous vous réjouissez néanmoins de la réouverture du Puy du Fou dans ce contexte, Pierre Ouzoulias ? Je suis très surpris que, alors que moi j'habite par exemple les Hauts-de-Seine, je ne peux pas me rendre dans le parc qui est juste à côté de chez moi. Le Puy du Fou ouvre dès le 2 juin et qu'on interdise à la plupart... On vous rétorquera que ce ne sont pas les mêmes zones. Non, mais peut-être, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le fait du prince. Il y a une décision qui a été prise directement par le président en Conseil de défense, ce qui est quand même pas l'organisme le plus approprié pour parler de culture. Et là, on voit très bien que c'est la relation amicale entre deux personnages qui a permis une dérogation très très large. Parce que vous savez bien qu'aujourd'hui, même dans les zones vertes... La proximité entre Philippe de Villiers et Emmanuel Macron. Bien sûr, parce que même dans les zones vertes, on ne peut pas se réunir à plus de 15 000. Je ne pense pas que ça soit la fréquentation du Puy du Fou. Ouzoulias. Autre sujet qui vous tient à cœur, ce sujet, c'est le passage aux études supérieures et notamment Parcoursup, sur lequel vous travaillez depuis que vous êtes parlementaire, depuis toujours. Quelle est la situation aujourd'hui dans cette période extrêmement particulière marquée par le confinement, le déconfinement, pour tous ces lycéens qui doivent passer au niveau supérieur pour l'année prochaine ? Alors les premiers chiffres qui sont à notre disposition montrent de façon assez claire que Parcoursup a été cette année
plus sélectif encore que l'an passé. Par exemple, pour la première journée de retour des informations pour les candidats, il y avait plus de 40% des jeunes qui n'avaient aucune proposition. Aucune proposition. Hein, Comment l'expliquer? Par le retard aussi, c'est normal, pris par les universités dans cette période? Non, je ne pense pas. Il y a deux choses. D'une part, la suppression de fait du bac a renforcé la sélection des dossiers sur les notes de contrôle continu du lycée. Voilà. Et je pense que la dématérialisation complète de la sélection des dossiers a favorisé l'utilisation d'algorithmes. Et il y a eu moins d'humains dans l'analyse des dossiers, ce qui a toujours pour conséquence une plus grande sélectivité. Un mot enfin, Pierre Ouzoulias, sur ce déconfinement à l'école. Jean-Michel Blanquer appelle les parents qui pourraient être réticents à envoyer leurs enfants à l'école. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est absolument indispensable que les enfants, les collégiens, les lycéens retrouvent le chemin des classes. C'est nécessaire d'un point de vue social pour eux, d'un point de vue intellectuel. Et bon, maintenant, les données médicales que nous avons montrent que ce ne sont pas les enfants qui sont les plus sujets à ce virus. Un point d'accord avec le ministre de l'Éducation nationale. Merci beaucoup, Pierre Ouzoulias, d'avoir répondu à mes questions. Encore une interview à venir, mais je vous propose de revenir à l'un des temps forts de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. L'exécutif a notamment été questionné sur l'organisation des élections municipales. Vous le savez, elles doivent se tenir le 28 juin. Écoutez le secrétaire d'État, Laurent Nunez. Au moment même où on se parle, et je viens d'ailleurs de quitter cette réunion que je vais rejoindre aussitôt, nous recevons avec le ministre de l'Intérieur et d'autres ministres les chefs des partis politiques de notre pays. Puis nous aurons une réunion ensuite avec les associations d'élus pour discuter de ce que seront ces modalités qui permettront, et je reprends vos propos, Madame la sénatrice, d'organiser ces élections dans des conditions irréprochables, à la fois en termes juridiques et à la fois en termes, bien évidemment, de protection sanitaire de nos concitoyens. Alors bien sûr, plusieurs pistes seront évoquées. Le fait de faciliter les procurations, le fait de préconiser, d'avoir la possibilité pour les électeurs de pouvoir porter effectivement un masque, l'aménagement des bureaux de vote, comme nous l'avions fait en partie pour le premier tour, mais d'autres préconisations ont été émises par le Conseil scientifique et nous travaillons évidemment à la mise en œuvre de ces dispositifs. Et je suis avec Sophie Primas, sénatrice Les Républicains des Yvelines, présidente de la Commission des affaires économiques. Bonjour Sophie Primas. Un mot tout d'abord de réaction face à l'annonce de ces élections qui vont se tenir le 28 juin. Quelles difficultés voyez-vous face à vous ? Bien, écoutez, je crois que tout le monde a en tête effectivement la participation et les difficultés liées à la crise sanitaire. Maintenant, fin juin, c'est quand même dans 2 mois. Donc je pense que les choses vont évoluer sur le territoire. Et je crois qu'il est... Dans un mois. Dans un mois, pardon. Dans un mois, pardon. On vieillit trop vite. Et c'est dans un mois. Je pense qu'il y a beaucoup d'autorisations qui vont être lâchées. Certains craignent pour la sincérité du scrutin, néanmoins. Oui, certains. Moi, je pense qu'on est dans une phase de déconfinement. On est dans une phase nouvelle qui est plutôt une phase optimiste. Donc moi, je suis plus optimiste que certains sur la participation parce que je crois que l'attachement au maire est quelque chose de très fort dans la population, contrairement à ce qu'on dit. Donc je pense que les gens ont envie de se déplacer. Et comme on est plutôt dans une phase de déconfinement que dans une phase de confinement, voilà, je suis plus optimiste à condition qu'on mette en place les conditions pour réussir. Et c'est l'objet de la proposition de Philippe Bas, d'Hervé Marseille et de Bruno Retailleau. Effectivement. Sophie Primas, la semaine dernière, vous posiez une question sur la situation de Renault. Depuis, il y a eu le plan automobile annoncé hier par Emmanuel Macron. Et puis, cette annonce spécifique sur Renault, le président de la République qui a conditionné en quelque sorte les 5 milliards d'euros de prêts de l'État à des garanties pour les sites de Douai et pour les sites de Maubeuge. Est-ce pour vous une bonne chose, une bonne solution ? Je pense que le fait que le président de la République demande des contreparties et des engagements à Renault est sur le principe une bonne chose. Mais vous comprendrez bien que l'élu des Yvelines que je suis a un œil particulier sur l'usine Renault-Flins. Vous auriez préféré pour Flins ? C'est pas que j'aurais préféré sur Flins, mais le site de Renault-Flins est un site emblématique de la transition de Renault vers des véhicules propres, ou en tout cas vers des véhicules électriques. Donc je vais avoir beaucoup de mal, on va avoir beaucoup de mal à m'expliquer la transformation du site de Flins, voire pire pour le site de Flins, en plein milieu d'une conditionnalité sur un PGE de 5 milliards d'euros qui fait pratiquement les 3 quarts de l'aide. Vous demandez des garanties pour Flins, du coup, également ?
Je demande des garanties, je demande surtout de la cohérence et je demande qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le devenir industriel et pérenne du site de Flins. On fait des véhicules, des objets de mobilité à Flins depuis 1952. Ce qu'on fait aujourd'hui avec la Zoé n'ont rien à voir avec ce qu'on faisait en 1952, évidemment. Donc c'est un site qui a su évoluer. C'est un site auquel également les collectivités territoriales ont maintes fois fait référence et ont essayé d'aider pour améliorer la compétitivité du site. Donc on a tendu la main très souvent à Renault. Aujourd'hui, il faut qu'ils attrapent cette main et qu'ils nous laissent les aider à faire de ce site un site compétitif. Une toute dernière question. Selon l'INSEE, l'activité va se contracter de 20% au deuxième trimestre. Qu'est-ce que vous craignez, vous, pour la suite? Est-ce que vous craignez l'écroulement des vagues de licenciements? On le sait, pour l'instant, l'économie est encore sous perfusion. Oui, l'économie est sous perfusion et je pense qu'on commence à voir les premiers soubresauts des difficultés. Moi, je crains la cascade. Vous voyez, par exemple, si on reprend l'exemple du site Renault Flins, derrière, c'est une cascade de sous-traitants, c'est des relations avec l'usine Peugeot de Poissy. Enfin voilà, ce que je crains, c'est cette cascade-là qui, une fois qu'elle est partie, vous savez, c'est un peu comme les jeux de dominos, est difficile à arrêter. Merci beaucoup Sophie Primas d'avoir répondu à mes questions. C'est la fin de cette émission, c'est la fin de ce débrief des questions d'actualité au gouvernement. Tout de suite, place à l'Assemblée nationale et au débat sur Stop Covid. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure à 21h15 pour ce même débat Stop Covid, mais cette fois-ci au Sénat. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.